Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307. Alors, aujourd'hui, nous sommes à l'émission Talent de femmes. Talent de femmes, pour la première fois, reçoit une femme de médias. Une femme de médias qui est très connue, n'est-ce pas, du clivage culturel camerounais et puis notamment par ses multiples activités. Cette dame qui a l'habitude de passer même dans les médias a justement, aujourd'hui, va prôner sa première sortie à Info Télévision, la chaîne du vivre ensemble. Aujourd'hui, on va parler notamment de ses activités, de la culture, du patrimoine culturel et peut-être aussi de certaines choses que, bon, on espère pourront essayer de lever l'équivoque, notamment concernant peut-être le décapage, les influenceurs. On ne sait pas si elle est influenceuse, néanmoins, elle nous le dira. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la première phase, qui est la première rubrique. Alors, d'accord, comme je vous disais d'entame, aujourd'hui elle est déjà là, elle est sur notre plateau. C'est une émission très attendue car aujourd'hui j'ai reçu beaucoup de messages. On m'a posé différentes questions sur elle, mais s'il vous plaît, asseyez-vous, surtout ne bougez pas. J'espère que vous êtes connectés aussi sur la page Facebook Info TV Cameroun et sur le canal 307. Alors, sans plus tarder, on va accueillir cette invitée aujourd'hui qui est femme de médias aujourd'hui, mais elle est aujourd'hui face aussi à une journaliste. On parle de G. Laurentine Assiga. Bonjour Laurentine Assiga. Bonjour Odile, bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV, à tous ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux aussi. Alors, on vous connaît beaucoup dans le domaine de la culture, on vous connaît à travers vos voyages de par le monde, on vous connaît aussi à travers votre réseau des journalistes culturels camerounais. Il faut le rappeler, vous faites partie d'une fédération au ministère des Arts et de la Culture, ce qui est une première. Au Cameroun, ça n'a jamais existé. Avec la venue justement des fédérations, on a le réseau des journalistes culturels qui fait partie du MINAC. Aujourd'hui, parlez-nous un peu de votre parcours. C'est comme ça qu'on commence souvent. On sait qu'on vous appelle auparavant Energizer. Ça veut dire quoi Energizer? C'est quoi? Alors, c'est un surnom qui m'a été donné par Bouba Kaile, qui était mon collègue au quotidien Mutation. Quotidien Mutation, j'ai commencé, étant encore en deuxième année à l'ESTIC. Et il ne parvenait pas à comprendre comment j'alliais mes études, le travail à Mutation et mon implication dans toutes les associations où j'étais, donc l'association des étudiants de l'ESTIC où j'étais chargée des affaires culturelles. Et cette association, on avait vraiment beaucoup d'activités, avec des concepts qu'on avait comme café.com qui était une rencontre entre les étudiants et de hautes responsabilités du pays, avec également Esti Ciné qui était une rencontre mensuelle de cinéma que nous avions en partenariat avec le Capitole de l'époque. Donc, ils ne comprenaient pas comment j'arrivais à joindre efficacement à faire efficacement toute cette toutes ces voilà, activités, toute cette activité voilà. Aller sur le terrain, aller à la parce que rédaction. pour la petite histoire, Ouais. à Mutation, j'étais en même temps journaliste et j'étais assistante de secrétaire de rédaction. Donc, je faisais côté technique. Donc, ils ne comprenaient pas. Donc, du coup, là, vraiment, toi, tu es Energizer, d'abord, jamais à plat. Même si on te dit, va faire 10 articles, 10 reportages dans la journée, tu iras faire, et tu iras également à l'école. Donc, j'étais un peu performante partout. Dans mon parcours, je le commence, en fait, si c'est au parcours professionnel, je le commence à l'ESTIC, comme je l'ai dit, étant en deuxième année à l'ESTIC, donc je commence à l'ESTIC en tant que secrétaire de rédaction déjà de l'U2 Magazine, donc le magazine de l'Université de Yaoundé 2, puisque l'ESTIC fait partie de cette institution universitaire. Donc après, j'ai continué dans le quotidien Mutation où j'étais recrutée étant en deuxième année. J'ai passé 7 ans là-bas. Après les 7 ans, quand le tremblement de terre a secoué ce grand média vraiment dont j'ai dû partir. Je suis partie à Sopecam où j'ai commencé également en 2007 où je suis encore jusqu'à présent. Donc la petite histoire c'est que à peine j'arrive, je suis recrutée et nommée en même temps chef de service des magazines. Donc pour ceux qui connaissent le magazine Nyanga, le magazine Week-end Sport et Loisirs, je suis la chef de service. Sans oublier votre blog aussi, hein. Voilà, donc parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la monotonie, donc je suis curieuse de nature et en même temps les choses que je découvre, j'aimerais les partager avec les gens. Donc en 2009, quand je pressens
que le digital va prendre beaucoup plus d'ampleur. Donc, je suis une formation avec le club Presse Orange à l'époque, avec, je crois qu'il y avait un grand blog à l'époque qui était vraiment très très puissant, c'était Mboa Blog. Donc il y avait donc un partenariat entre Mboa Blog et Orange Press Club. Donc nous avons donc reçu une formation, sur le digital, un séminaire sur le journalisme web. Et c'est à partir de là que j'ai créé dans mon premier blog les articles de G. Laurentine Asiga. Ça existe encore, mais j'ai perdu les... J'ai perdu le fil. Il faut savoir que vous avez une chaîne YouTube qui est quand même assez... J'ai perdu mes identifiants, donc j'ai recréé un autre maintenant en donnant un nom Amazing World 237. Là, je suis sur Canal Blog et j'ai également d'autres plateformes comme Camer Showbiz, Cameroun Beauty Swag que Est-ce que vous en sortez avec tout ça? On se perd déjà dans tout ce que vous faites à la fois. Bon, en fait, je me dis que ça fait partie des grâces que Dieu m'a donné de pouvoir faire, d'être polyvalente. Et c'est aussi une des grosses qualités que nous avons apprises à Mutation. Parce que je voudrais vraiment les saluer ici, que ce soit Aman Manalo DP ou Alain Blaise Batongue, qui était rédacteur en chef à l'époque, nous disait toujours de ne pas mettre les œufs professionnels dans le même panier. C'est toujours un avantage de savoir faire beaucoup plus de choses. Donc, ça fait que vous n'allez pas souffrir pour chercher l'emploi. Bon, on va commencer par cette question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le journalisme comme métier? Alors, j'avais deux choix. Soit être avocate, soit journaliste. Pourquoi? Parce que pour moi, c'était pour lutter contre les injustices sociales. Et en même temps, pour montrer que l'humanité n'est pas que mauvaise. À l'époque, on nous disait, selon Théophraste Renaudot, que c'est quand le train n'arrive pas à l'heure que c'est l'information. Et moi, je me disais non. Le train qui arrive à l'heure aussi, c'est une information. Parce qu'il faut, c'est une qualité qu'il faut valoriser, qu'il faut apprendre aux autres. Donc je me disais non, peut-être qu'il s'est trompé, peut-être à leur époque c'était ainsi, mais quand le train arrive aussi à l'heure, il faut savoir, il faut pouvoir savoir le dire. Parce que ça permet de réveiller ceux qui sont retardataires, dire soyez à l'heure parce que vous permettez aux autres de vaquer à leurs occupations. Donc pour moi, c'était un peu être cette voie-là, comme une voie de missionnaire, comme un évangéliste d'une autre forme, hein, pour montrer comment l'être humain se déploie. Parce que je suis chrétienne, excusez-moi. Dieu a dit, allez et soumettez la terre. Donc, comment on la soumet? Il a mis en chacun d'entre nous des talents, donc il faut les fructifier et on ne peut pas les fructifier en les gardant sous le boisseau. Déjà que vous savez qui lisent la Bible, c'est indiqué, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Donc, pour moi, toutes ces lampes qui sont allumées à travers le monde ont besoin d'être vraiment posées sur des tables. Donc, pour moi, c'est ce journalisme-là que je voulais faire pour montrer que Dieu ne s'est pas trompé en créant l'être humain, en lui donnant tous ses talents. Parce que quand vous regardez le monde entier aujourd'hui, il est beau. Les prouesses des êtres humains sont vraiment magnifiques, même si à côté, on a certains qui prennent des chemins de traverse. Mais moi, c'est ce côté positif de l'humanité-là que je voulais véritablement mettre en lumière en choisissant ce métier. Mais on ne va pas dire que le journalisme et le métier d'avocat sont différents parce que tous les deux, justement, on défend un peu des valeurs, néanmoins, on lutte pour des causes et puis on éclaire la société. Exact. Alors aujourd'hui, on parle du journalisme culturel. C'est vrai qu'on se pose la question, le journalisme culturel, c'est quoi? C'est juste parler de la culture et faudrait qu'on fasse, peut-être vous allez nous expliquer tout ça tout à l'heure, le distinguo entre la culture, ce n'est pas seulement la musique et le cinéma. Parce qu'en général, les gens cataloguent la culture avec la musique, le cinéma, peut-être la peinture ou bien peut-être la sculpture. Mais alors que la culture est diversifiée. Donc vous êtes là aujourd'hui pour nous expliquer un peu en tant que présidente du réseau des journalistes culturels, qu'est-ce que c'est la culture et qu'est-ce que c'est le journalisme culturel aujourd'hui? Non, en fait, je me dis qu'il y a beaucoup d'ignorance. Et l'ignorance, vraiment, c'est une grosse plaie pour l'humanité. Parce que quand on dit culture, la culture, c'est les arts et les savoirs. Donc, elle va au-delà du folklorique ou bien de l'expression. Parce que même parler, la langue, c'est la culture. On dit culture générale. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui va au-delà. La musique, il y a 9 arts.
Il n'y a donc pas que la musique et le cinéma, il y a la mode, il y a tellement, il y a tellement. Donc, on est avec Laurentine Asiga, elle va nous parler de culture aujourd'hui. donc, les gens doivent éviter cet amalgame, parce que même l'être humain par essence est culture. Parce que Dieu qui a créé, donc quand on parle de culture, ça fait partie de la création. Dieu est le premier artiste, non, le premier être culturel. Tout ce qui existe, on parle des arts de vivre, dans la façon que vous décorez, tout ça, c'est la culture. Donc, et nous-mêmes, comme nous sommes des œuvres d'art, nous sommes culture. Donc, c'est dommage que cette expression-là, en fait, cette compréhension-là soit biaisée comme ça. Donc, et le journalisme culturel, c'est l'un des plus difficiles. C'est l'une des spécialisations dans notre domaine les plus difficiles. Il faut l'expliquer, parce qu'on a pas l'impression que le journalisme culturel est facile. Pas du tout, pas du tout. Parce que pour pouvoir décrypter, par exemple, une œuvre d'art, il faut avoir déjà les background information sur comment ça se passe. Donc, vous devez maîtriser vous-même chaque art avant de pouvoir venir dire, OK, comme c'est cette forme arrondie, ça équivaut à tant, ça équivaut à quoi, ça renvoie à ça. Donc, vous devez être hyper culturé, presque un érudit. Presque. Donc, je dis presque parce que, bon, la perfection n'est pas de ce monde, mais vous devez vraiment être pointu jusqu'au bout des doigts par rapport au domaine dont vous avez la prétention de parler. Donc, si aujourd'hui on parle de patrimoine, vous n'allez pas vous avez fait juste un simple compte rendu, non. Et même pour faire ce compte rendu-là, vous devez pouvoir utiliser le jargon qui sied à ce domaine-là. Donc, que les gens qui pensent que le journalisme culturel est plus facile, vraiment, venez d'abord. venez un peu pratiquer. Non, mais c'est comme vous allez fuir. Voilà que les journalistes culturels, tout ce qui les intéresse, c'est rencontrer les stars, les artistes, et puis faire des articles. C'est aussi l'avantage du métier. Les sportifs, les journalistes sportifs, encore aussi les stars du sport, non? Mais ce qui est l'avantage avec le journalisme culturel, c'est que lui, autant le sportif, la star sportive aussi fait partie de son landais, non? Ah oui. Ben voilà, écoutez, aujourd'hui on reçoit Laurentine Asiga, ça c'est sûr, on va parler de culture pendant au moins 1 heure. Alors aujourd'hui, on sait que vous êtes au MINAC, dans une fédération. Parlez-nous un peu, quel est le rôle que vous jouez à toutes ces fédérations que le ministre a voulu mettre sur pied depuis la RECAN 2016, je crois. Aujourd'hui, on a le journalisme culturel qui est mis dans un exergue. On a peut-être les autres fédérations, littérature, je sais pas moi, art culinaire, entre autres, esthétique. Mais aujourd'hui, que représente le journaliste culturel au Cameroun? Alors, le journalisme culturel a pris sa place parce qu'avant, on n'en avait pas. Il a fallu vraiment batailler, en fait, faire du plaidoyer. Batailler, pour moi, ce n'est même pas le thème, mais laver un peu les cerveaux, amener les gens à comprendre qu'ils étaient sur une fausse piste en considérant que, comme, entre guillemets, on prenait les artistes comme des sous-hommes. Les journalistes aussi qui choisissaient cette spécialisation en art et culture étaient également pareils. Non. Parce que vraiment, il faut lever l'équivoque. Il n'y a pas de saut métier. Et si vous voyez aujourd'hui, un artiste gagne même parfois mieux sa vie que la personne qui a Bac+5. Vous avez des médecins qui gagnent 250 000 €. Ça, c'est même pas... Qui galèrent, qui ne sont des fois même pas intégrés. C'est même pas le cachet d'un jeune chanteur. Donc, franchement, il faut... il faut aussi lever les frustrations ici. Non, c'est pas les frustrations, c'est justement pour amener les gens à ne pas dénigrer les autres ou bien faire des jugements de valeur par rapport à un métier à un autre. Donc, c'était important. Donc, pour nous également, les journalistes qui avaient choisi cette spécialisation, on faisait face à cette réticence, ou bien à ce petit dénigrement social-là, et même au sein des rédactions, parce que quand vous regardez les pages culture, on les met au fond, vers la fin du journal là-bas. C'est vraiment assez rare de trouver une information culturelle qui ouvre le journal ou bien qui fait la une d'un journal. En dehors vraiment des journaux ou bien des médias ayant cette thématique-là comme spécialisation première. Donc, pour nous, il fallait donc ramener les gens à comprendre que non, c'était une fausse route, en partant même des exemples d'autres pays où la culture fait des entrées économiques à hauteur de 30% dans le PIB. Pourquoi nous, à qui Dieu a tant donné,
on n'arrive pas à capitaliser cet atout majeur que nous avons. Donc pour nous, il fallait donc amener et les institutions, et nos patrons, et même les journalistes qui étaient envoyés dans ces services-là à prendre conscience qu'ils n'avaient pas de la boue entre les mains, mais de l'or. Et cet or devait donc être lavé, poli, bien traité et maintenant mis en exergue pour que le consommateur l'apprécie à sa juste valeur. Donc, depuis 2016, nous sommes partenaires du ministère des Arts et de la Culture, notamment bien avant que le projet des fédérations ou bien des pôles artistiques interviennent. Nous avons travaillé sous la ministre Amatou Mouna. Nous avons également travaillé avec le MINAC, monsieur, son excellent, il est diplomate. Moué Kombi, voilà. On s'excuse, monsieur le ministre des Sports aujourd'hui. C'est toujours très bien de faire la précision parce qu'il y a trop d'amalgame dans ce pays parfois. Donc, nous avons travaillé également avec lui et je crois que c'est sous son administration que l'implication du réseau des journalistes culturels du Cameroun au sein du MINAC a été vraiment beaucoup plus forte parce que nous avons eu le devoir de conduire le quotidien du FENAC à 2 reprises. C'est au réseau que cela a été confié. Et au vu donc de tout ce travail que nous abattions, le MINAC qui est arrivé, docteur Ismaël, vous faites toujours des précisions. Voilà, non, c'est important. A trouvé judicieux de nous laisser la main et en même temps de nous confier dans la coordination générale du pôle journaliste culturel et critique d'art qui était mis en place dans ce projet de loi. Donc pourquoi? Parce que il nous a dit nous sommes la seule association aujourd'hui qui a vraiment un réel impact et qui, dont la qualité du travail est appréciée, fait presque l'unanimité. Et donc par rapport à cela, il pouvait s'appuyer sur notre base parce que étant donné que les fédérations sont à rayonnement national et nous sommes également installés nationalement, donc on pouvait s'inspirer de notre modèle pour pouvoir l'implémenter dans ce grand mouvement d'ensemble-là. Et pendant cette rentrée culturelle, nous étions aussi les premiers journalistes à défiler avec les autres. Parce que nous, parfois, quand on est là dans les conférences de presse, on dit que non, le journaliste n'applaudit pas, le journaliste ne fait pas ceci, je ne fais pas cela. Bon, non, mais nous, on s'est dit non, si on doit accompagner un mouvement, il faut qu'on soit ensemble. Et donc, pendant cette grande récane l'ouverture était présidée par monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, au nom du chef de l'État. Donc, nous avons défilé comme tous les autres artistes, parce que nous aussi, journalistes, nous sommes artistes de la plume, du micro, de la caméra. Voilà. Donc, voilà, nous sommes au service de notre culture, au service du Cameroun, au service de la culture en général. Et notre slogan, c'est poser la culture au firmament. Voilà. Poser la culture au firmament. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le patrimoine culturel. Il y a quelque temps déjà, en France, il y a eu justement 4 aires culturelles qui ont été représentées sur la route des chefferies, où vous étiez aussi, vous avez participé. Alors parlez-nous un peu de cette culture qui a été représentée de par le monde, notamment en France, la ville lumière et puis la ville culturelle qui est Paris. Oui, il y a eu beaucoup de polémiques et je ne comprenais vraiment pas pourquoi. Pour une fois même pas pour une fois, la culture camerounaise prend du terrain, gagne du terrain et est appréciée. Je voyais des gens se lever et dire non, c'est seulement une seule aire qui est représentée. Et même si c'est du Cameroun qu'il s'agit, même si on parle seulement de l'ère soudano-sahélienne, c'est le Cameroun. Il faut qu'on apprenne à penser Cameroun. Moi, je suis partie, ça je porte, c'est Cameroun. C'est camerounais, c'est pas parce que je suis originaire de cette localité que je... Non mais on voit vos cheveux, vous êtes un afro, c'est que vous êtes panafricaine. Il faut vendre son pays. La destination Les autres le font tellement... Quand le Français parle de la France, vous avez envie d'y aller. Il ne va pas dire « Oh, je suis breton, oh, je suis du Pas-de-Calais, oh, je suis corse, oh, 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 oh. » Non, il parle français. On parle de French touch. Il faut qu'on crée la Camer touch. Donc, qu'on cesse de penser régionalisation. Donc, si on a une aire culturelle qui fait un grand mouvement,
on doit être derrière. Et même ce n'était pas que cette aire culturelle-là. Oui. Toutes les aires culturelles du Cameroun étaient représentées. Il y avait une série d'activités vraiment où chacune pouvait se déployer et se présenter au monde dans sa plus belle expression. Donc, du 4 avril au 17 juillet 2022, le Cameroun était vraiment à attirer la lumière, non, à ajouter de la lumière à Paris. C'était inédit. J'ai vu des personnalités de haut rang de la République française et même du monde entier y faire un tour. Et ce n'était pas juste cette exposition-là. Il y avait des conférences, j'en ai eu à modérer sur par exemple, le rôle des reines-mères. Parce que quand, voilà, on a un cas en Grande-Bretagne, on parle d'une reine. Nous, on a aussi nos reines. Il faut qu'on les mette aussi en exergue. Il faut qu'on parle de leur histoire. Mais on est tous toujours fascinés par l'histoire des autres. Pourquoi on n'est pas fascinés par la nôtre? Vendons positivement notre histoire. Elle n'est pas à mettre sous les teignoirs. Donc, moi, j'étais heureuse de pouvoir conduire cette conférence-là qui était animée par Madame la ministre Ketia Cortés et avec la présence de Madame Ségolène Royal. Il y avait également une autre conférence sur le développement des aires culturelles dont la route de l'eau où monsieur le ministre des Sports, qui est par ailleurs chef traditionnel à Bonjo, a été panéliste. Donc pour moi, c'était important. Il faut écrire l'histoire. Oui. Peut-être pour paraphraser Samuel Eto'o, il faut être parmi ceux qui écrivent l'histoire, non ceux qui la commentent. Donc nous devons être là pour construire l'histoire du Cameroun. Nous avons un magnifique pays. Beaucoup de personnes nous l'envient. Donc, ne faisons pas qu'on nous l'arrache, quoi. Hein? Donc, voilà. Pour moi, c'était important d'aller donc à Paris parce qu'il y avait également cette magnifique soirée, la nuit des chefs, la nuit des chefferie, que j'ai eu également l'honneur d'assurer la présentation avec un aîné également, Blaise Eto'o Changa, qui a été journaliste culturel comme nous et qui aujourd'hui officie comme chef de département marketing à la Banque Société Générale Cameroun. Donc, le Cameroun et la culture camerounaise se déploie efficacement à travers le monde. Donc, il faut qu'on continue seulement sur cette lancée. Bon, c'est que vous n'êtes peut-être pas artiste musicienne, mais il y a une question quand même qui revient tout le temps à chaque fois que peut-être j'invite certains artistes. Que pensez-vous des droits d'auteur au Cameroun aujourd'hui, notamment avec la SONACAM, la multitude de syndicats, la SCAP comment est-ce que vous percevez un peu leurs revendications, réclamations, entre autres, en tant que journaliste et analyste aussi, il faut le dire? Non, en fait, c'est qu'ils doivent cesser de se tirer dessus. Vraiment, pour moi, c'est déplorable. Parce que ce sont les artistes eux-mêmes qui sont boss danser. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. On vous laisse faire, mais vous ne vous entendez pas. Vous allez donc créer comment? Non, vraiment, moi, ça me chagrine beaucoup. J'aime pas parler de ça parce que c'est une grosse douleur qui tue un peu tout le travail que nous, journalistes, nous faisons pour dire aux gens que non, les artistes ne sont pas ce que vous croyez. Mais quand on assiste à ces spectacles, nous, on a un peu les bras coupés. Oui, parce que quand j'arrivais tout à l'heure pour l'émission, j'étais dans le taxi, il y avait la réaction de Pierre Didi Tchakounté qui appelait depuis Paris, qui disait, voilà, j'ai envoyé ma femme, j'ai reçu 85 000 comme droit d'auteur, mais je n'arrive même pas à toucher ces 85 000. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à toucher les droits d'auteur? Pourquoi ce n'est pas digitalisé? Pourquoi? On se pose toutes ces questions. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous? Non, moi je crois que c'est une question de vision. Et c'est une question même des personnes qu'on élit. Parce que je crois que ça se passe pas des élections, non. Il faut avoir des visionnaires. Le droit d'auteur évolue avec le temps, avec les technologies. Donc vraiment, je ne vois pas ceux de la SACEM attendre peut-être un OM. Vraiment que les artistes aient aussi des comptes en banque. On peut faire des virements une fois. Créer des mutuelles, voilà. Créer des mutuelles. Il y a même des comment on appelle ça, des microfinances qui existent pour peut-être si les ajouts coûtent plus cher dans certaines banques, aller dans une microfinance où vous avez un compte au bout de 5 minutes et
Et là, on peut vous faire... Donc, ça dépend de la vision de ceux qui sont à la tête. Qu'est-ce que vous espérez? Et même les artistes eux-mêmes, parfois, j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne comprennent pas, mais ne savent pas comment on calcule les droits d'auteur. Parfois, tu restes toute une année, tu n'as même pas suivi une chanson d'un artiste, tu n'as pas regardé son clip à la télé ou quelque part, même en streaming, pour ceux qui sont sur le net, il n'y a rien. Mais il est le premier à se lever, à se dire, oui, je vaux tant, ou bien ces jours dans son passé, j'ai fait ci, je suis quand même le grand ou bien la grande, et voilà, mon nom n'est même pas sorti sur la liste. Mais est-ce qu'on met le nom comme ça? Ça doit être quand même le résultat d'un certain processus où on a vu, vous avez chanté ici, et la CRTV a diffusé, ou bien Info TV a diffusé. Donc, on fait toute cette somme-là et c'est ça qu'il faut attendre. Donc, maintenant même, peut-être qu'il faudrait aussi rendre public, bien le leur dire qu'un passage à la CRTV vaut tant. Donc, par rapport à ça, à la fin, donc, il faut une mercuriale officielle pour qu'on sache exactement que si moi, ma chanson que je veux sortir là passe à Info TV, ça me vaut 2000 par passage, je dois savoir parce que c'est aussi important. Peut-être pour que ceux qui reçoivent parfois les 5 000, les 15 000 là comprennent quel était le processus de calcul. Donc c'est important. Donc pour moi, je crois que ce qui fait défaut, c'est les hommes. D'accord. C'est les hommes, leur façon d'agir, c'est tout. Parce qu'il y a eu un temps où au Cameroun, quand même, les artistes touchaient leurs droits d'auteur sans qu'on ait à assister au spectacle de clash dans les réseaux sociaux ou bien par médias interposés. Donc moi, je leur ai dit vraiment, je ne recevrai pas un artiste qui vient pour faire un clash. Excusez-moi. Donc allez vous entendre, vous êtes des hommes, vous êtes des êtres humains et rien ne dépasse les êtres humains. Entendez-vous. Mais comme il y a beaucoup d'ego, non, c'est moi, non, moi je peux, vous discuter quoi? Et même quand on vous donne même cette place, qu'est-ce que vous faites? Après, vous commencez aussi à garder pour vous là, non. Travaillez pour les autres, vous êtes artiste. Vraiment, entendre qu'un artiste a détourné les fonds, c'est pas beau. Ça casse aussi le travail que nous faisons pour vous. D'accord. Alors, on va prendre quelques réactions. Bonsoir, moi, c'est Laminou Jassiou de la ville de Garoua. Pour ma part, je dirais que c'est un manque de compétences concernant les artistes. Voilà. Bon, il a tout dit, hein. Voilà. Mais moi, tu as bien dit, mon frère. Alors aujourd'hui, on vous voit vous avez fêté les 10 ans déjà du journalisme, du réseau des journalistes culturels, où il y a eu beaucoup d'activités avec au final, il y a une remise de prix. C'est vrai que commencez-nous un peu, comment est-ce que ça a commencé la genèse de ce réseau, la mise en place de ce réseau? Alors, comme je l'ai dit peut-être dans la première question, c'est parti de frustration. Et aussi de ce besoin de ramener le regard populaire, l'imagerie populaire à mieux comprendre, à mieux cerner l'importance de la culture et des journalistes qui avaient choisi cette spécialisation-là. Donc dans les rédactions, à mon temps, je dirais que je suis encore actuelle, donc quand je commençais le métier dans le journalisme, les parties à info culturelle, c'était à la fin du journal. Donc, vous pouvez même arriver... En fait, il n'y avait pas de grande importance à accorder au sujet d'info culturelle. Vous pouviez dire, on va souvent couvrir des concerts, des spectacles ou bien des festivals. Vous terminez à 3 heures du matin, vous courez à la rédaction, vous terminez votre article, mais le matin, quand l'oreille se pointe, il te dit non, il y a une info politique qui arrive là, ou bien comme il y a beaucoup de publicité, c'est d'abord ton papier qu'on va mettre de côté, mais non. Pourquoi? Ça doit être le papier culturel qu'on sacrifie. On peut sacrifier le sport, on peut sacrifier aussi un papier en politique ou en économie. Non, on va dire non, la culture là, est-ce que ça fait vendre? Donc, mais vous faites une grosse erreur. Regardez un peu ailleurs. Il y a des médias aujourd'hui qui ont fait leur notoriété sur la culture. En termes de chaîne de télévision, je citerai TF1 ou bien M6. Voilà. Quand vous ouvrez un journal avec une information culturelle, et le plus gros contingent des stars se trouve où? En agriculture. Donc, et les stars, ça vend. Donc, il fallait amener les gens à comprendre que vous faites une erreur stratégique. Et je m'étais ouverte même à un départ à l'époque. Mais
pourquoi vous faites ça? Il dit que non, lui, il a trouvé aussi le système comme ça. Donc, lui-même, il est arrivé, n'avait pas de vision par rapport à sa propre page culture qui était intégrée dans son journal. Donc, il a trouvé les autres faits comme ça. Du coup, lui aussi, il s'aligne comme un... Non, j'ai pas voulu. Il s'aligne comme ça aussi. Donc, pour moi, il fallait donc les amener à comprendre que non, c'était une erreur. Et comme je vivais cette frustration personnelle, j'ai essayé de demander aussi aux autres chefs de service culture des autres médias, et je me rendais compte que tout le monde vivait un peu ça. Je l'ai dans le sujet. Bon, au lieu qu'on soit chacun pleure de son côté, gars, associons-nous. Essayons de porter véritablement notre plaidoyer. Parce que quand on est ensemble, là, on est plus fort. Et vraiment, si un bébé pleure seul dans un coin, le cri n'aura pas la même puissance que s'il y a 10 bébés qui pleurent en même temps. Donc, vraiment, le cri est passé. Donc, chez nous, par exemple, à Sopecam, on a ouvert beaucoup plus de pages thématiques en culture. Vous voyez, le magazine Weekend Sport et Loisirs est à 80% culturel. Même le magazine Nyanga, il est à 80% culturel. Vous avez à Cameroun Tribune, vous avez des pages thématiques, pages cinéma, mode. Donc, tous les arts sont représentés. Donc, durant la semaine, il y a des pages thématiques et même des dossiers pareils pour mutation. Donc, ça a permis que le plaidoyer passe et que même, quand vous voyez, même à la CRTV, à une époque, là, il n'y avait même pas d'agenda culturel. Donc, le plaidoyer a permis que tout le monde prenne quand même conscience que non, on est peut-être en train de faire une fausse interprétation de cette affaire. Donc, réveillons-nous tous. Et également avec l'apport du chef de l'État qui a rappelé aux gens que la culture camerounaise était très importante et que nous devions la valoriser. Ça a permis que la prise de conscience aille beaucoup plus vite. Donc, c'est comme ça qu'on lance dans le réseau. Et aussi, nos patrons nous disaient que, bon, si vous ne nous apportez pas aussi des sujets impactants, vous voulez qu'on fasse quoi? Ah, je dis, ok. Ils ont peut-être raison aussi sur ce point, parce que la réalité à l'époque, c'était que ce qu'on envoyait dans les services culture, c'était des personnes qu'on jugeait moins bonnes ailleurs. Donc, vous aviez des journalistes qui vivaient doublement la frustration et qui n'avaient même plus de repères. Donc, on l'a envoyé là-bas, lui, s'il a trop tué, comme on dit, il fait un compte rendu vraiment basique comme ça, en répondant aux 5 questions d'un bon article journaliste. Donc, il ne fait pas d'effort, ni de créa, ni de style. Il vous balance l'info comme ça, brut. Vraiment, comme dans une agence, lui, c'était fini. Donc, après, on a donc décidé de commun accord de travailler aussi sur la formation. Déjà, pour motiver ces jeunes journalistes-là, en disant que non, vous n'êtes pas tombés sur le goudron, parce qu'on disait que le journaliste culturel n'a pas le gombo. Donc, vraiment... Cette affaire de gombo, là, oui, il n'y a pas le gombo là-bas. Donc, les artistes sont pauvres, il ne faut même pas vous donner 1000 francs, tout ça. Parfois, même d'autres frises. Quand on a de presse, on dit que non, c'est 2000 pour chacun. On dit que pardon, respectez-nous. Au moins pour ça. Mieux vous garder là-bas. Mais on va quand même faire le travail. Donc, il fallait donc motiver tous ces journalistes-là, vraiment leur faire comprendre que non, on ne vous a pas envoyé dans le goudron. Ici, là même, c'est là où il y a l'or. Parce que quand tu participes à la création, tu deviens toi aussi un créateur. Tu deviens toi aussi un être de lumière, un être qui apporte la lumière. Et c'est cette passion-là qui doit plus te motiver que peut-être le petit centime, le petit 5000 qu'on va te donner après une conférence de rédaction, une conférence de presse. Donc, tu le fais. Et tu le fais tellement bien, tu le fais à travers une enquête, à travers un bon reportage. Donc, raconter les histoires, c'est très beau. Donc, on a fait ces formations-là. Et en même temps, quand on a constaté que les médias peinaient à payer les journalistes, on a donc travaillé avec l'ambassade de France à travers l'Institut français pour faire... Oui, il y a différentes formations. Voilà, pour faire la formation en web journalisme culturel, voilà, qui était sanctionné par un diplôme, paix à son âme, Monsieur Chéreau, qui est décédé, qui était parti de France. Il travaillait à RFI pour venir nous donner cette formation-là. Il était écrivain aussi, c'était un journaliste. Donc, ça a permis que beaucoup ouvrent dans
leur plateforme digitale, donc qui des sites internet, qui des blogs. Moi, donc après là même, j'étais revenue dans mes premiers amours de lancer dans le Amazing World 237 et de continuer à travailler avec ma fille qui a Cameroun Beauty Swag, qui est le premier blog vraiment 100% culture et divertissement au Cameroun. On est à 753 000 abonnés sans achat de like. Ah là là, voilà. Ça c'est déjà une grande avancée dans le domaine de la culture grâce au journalisme culturel. Alors on parle toujours du réseau aujourd'hui. Le prix, ça s'est terminé par le prix Francophilie des médias qui en était à la 3e année. Parlez-nous un peu de ce prix. Comment est-ce qu'il a été conçu? Pourquoi? Et est-ce une façon de récompenser les journalistes culturels ou bien de mettre en avant le journalisme culturel au Cameroun? Les deux, je dirais les deux. Parce que en observant aussi, on observe beaucoup. En observant aussi, on s'est rendu compte que quand d'autres organisaient des awards pour les médias, jamais les journalistes culturels n'étaient classés. Il n'y avait aucune catégorie sur le journalisme culturel. Moi-même, j'ai eu à présenter des candidatures pour le prix Reuters, par exemple. Quand tu envoies un article culture, non. Après, on t'écrit, non, l'article était très bien rédigé, mais nous, c'est plus politique, économique. Mais dites-le franchement. Et après, on n'envoie pas. Donc, je me suis dit, pourquoi il faut quand même aussi valoriser cela. Il faut les récompenser pour les efforts qu'ils fournissent. Et en observant toujours, je milite pour la presse francophone. Je suis secrétaire générale adjoint de l'UPF ici au Cameroun. J'ai regardé même dans l'univers francophone, il n'y a aucun concours, aucune cérémonie d'awards qui récompense la presse culturelle. Oh, la francophonie a été créée par des personnalités culturelles amoureuses de la culture comme Senghor. Donc pourquoi on doit mettre cette spécialisation-là sous le côté? Et je me suis dit non. Bon. L'idée m'est venue vraiment pendant une prière et j'ai demandé à Dieu comment faire. Dit, bon. Et vraiment, le mot s'est inscrit dans mon esprit, Grand Prix Francophilie des médias. Ben voilà, Grand Prix Francophilie des médias. Grand Prix Francophilie des médias pour récompenser la presse culturelle de qualité de par le monde. Parce que c'est le premier prix international en la matière. Donc, vous pouvez aller faire de la recherche, c'est le premier prix international. Mais c'est une grande première, Laurentine. Il faut dire du Cameroun, donc vraiment, le Cameroun est un pays béni. Donc. Voilà, d'ailleurs, on salue ici Augustine Asta qui a reçu le dernier prix il y a quelques mois. Alors aujourd'hui, on parle, on a parlé aussi du camp franglais. Des fois, on va souvent sur votre page, vous faites souvent le vendredi camp franglais. Dites-moi un peu, ça veut dire quoi exactement? Non, parce que c'est toujours la culture, hein? Oui, c'est de la culture, parce que pour moi, c'est vraiment la langue qui nous rassemble. Vraiment, on a les deux langues officielles, mais s'il faut avoir une langue nationale, c'est celle-là, comme franglais. Déjà, pendant le grand dialogue, c'était ma proposition. J'avais envoyé. Et oui, on a demandé à tout le monde d'envoyer. Oui, j'ai envoyé. C'était ma proposition. Faire du camp franglais la langue nationale du Cameroun. Les gens m'ont dit, oh, vraiment, c'est la langue des voyous. Je dis, mais non, est-ce que vous vous rendez compte que dans cette langue, on retrouve toutes nos langues? On joue toutes nos langues. Effectivement. Il y a du Fufulde dedans, il y a l'anglais. Vraiment, c'est une langue fusion et qui nous ressemble. Ouais. Parce que le Camerounais est très créatif. Aujourd'hui, on dit qu'on n'est pas un pays, on est une planète. Une planète, voilà. On a un Camerounais aujourd'hui qui se vend des Camerounaises. Oui, est très, très créatif. Voilà. On dit que si tu n'es pas camerounais, vraiment, va demander à Dieu de changer de nationalité. Bah écoute, le Cameroun est très apprécié déjà avec voilà, des artistes, des auteurs, Samuel Eto'o, je sais pas moi. Il y a beaucoup d'artistes quand même qui, aujourd'hui, il faut qu'on parle aussi, il faut qu'on dise un mot aussi à Lady Ponce qui fait son Olympia aujourd'hui avec Marie-Gabrielle Feug qui est son attachée de presse. On lui souhaite beaucoup de chance et surtout, soyez nombreux à soutenir notre artiste camerounaise. Elle valorise le Cameroun et notamment le patrimoine culturel camerounais et le continent camerounais aussi, il faut le rappeler. La planète camerounaise. La planète camerounaise. D'abord que le concert est plein.
D'accord, c'est déjà plein, il n'y a plus de tickets, il n'y a plus de billets. Donc, on va regarder à la télé. Voilà, il y a une polémique tout autour avec quelques influenceuses que certains qualifient d'influenceuses bracata, comme on dit souvent en général, c'est un petit mot. Voilà, on vous a vu aussi, il faut le dire, être sélectionné comme influenceuse pour présenter les maquettes pour la Coupe du Monde au Qatar. On vous a vu avec Samuel Eto'o, avec d'autres influenceurs. C'est vrai qu'il y avait moins de journalistes. Que pensez-vous, n'est-ce pas, de cette méthode qui est utilisée pour avoir les blogueurs, les influenceurs, pour valoriser peut-être l'image du Cameroun, de l'Afrique, peut-être à travers justement cette rencontre? Non, ça fait partie des stratégies du marketing digital. Il faut regarder les gens qui ont une communauté active. Je vous ai dit tantôt que pour Cameroun Beauty Swag, par exemple, que je pilote avec ma fille, on est à 753 000 abonnés sans achat de like. Donc, c'est une communauté réelle, c'est pas un robot. Ça veut dire que le contenu est quand même intéressant. Voilà, et le contenu, parce que nous valorisons justement le Cameroun dans cette plateforme-là, qui est également un site internet maintenant. C'est le Cameroun d'abord. Le Cameroun et les Camerounais valeureux. Donc, tout ce qui est positif sur le Cameroun, nous mettons en exergue. Donc, c'est une approche marketing. Moi, j'ai eu une formation en communication d'influence dans le Cap Impact Paris. Et justement, c'était des ficelles qui étaient présentées comme option pour optimiser l'impact qu'on recherche pour une information. Et là, l'information première, c'était d'inviter les Camerounais à acheter ou bien à prendre des packs. Et je vous dis, même avant une semaine, le pack Very VIP était déjà épuisé. Le pack à 17 millions. Bon, il faut expliquer ce que c'est le pack, parce que peut-être certains téléspectateurs ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le pack pour aller. L'offre, parce qu'il y a. L'offre, voilà. En fait, c'est un terme marketing, le pack, donc c'est en anglais. Non, mais c'est l'offre. Il y avait plusieurs offres. C'est pour aller au Qatar, c'est ça? Pour aller au Qatar, supporter des lions. Donc, vous avez des offres qui sont donc proposées. Des offres pour ceux qui veulent habiter dans le même hôtel que les lions, c'est un privilège. Donc on dit very VIP, donc les hauts là, les hauts en haut là. Donc c'est eux qui avaient dans ce pack à 17 millions. Donc vous avez un vol en jet privé, vous étiez en première classe, vous êtes dans un hôtel super luxe, donc ça déborde même les 5 étoiles. Donc vous avez l'opportunité d'être avec les lions, d'assister à leurs entraînements, à tout ce qu'ils vont avoir, également des échanges B2B avec des économistes, des chefs d'entreprise du Qatar, parce qu'au-delà du volet sportif, il y a également le volet affaires, parce qu'il faut aller vendre le Cameroun, en fait, attirer des investisseurs aussi sur certains domaines qui devraient être améliorés. Donc ce pack-là, cette offre-là était à 17 millions et au bout de 5 jours, elle a été bouclée. Donc c'était le rôle de la communication. On aurait voulu avoir plus de communicateurs et de journalistes. C'est vrai qu'il y a eu des influenceurs. C'est vrai qu'on a eu le retour le lendemain. C'était vous, la première personne à publier. Aujourd'hui, le même jour. Tout le monde s'est posé des questions. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de journalistes, assez de journalistes, notamment pour cette rencontre? Alors, je crois que c'est le choix des organisateurs, je ne sais pas. Parce que les influenceurs... Mais il faut le dire aussi, les influenceurs qui ont été sélectionnés, on n'a pas vu le retour. Jusqu'à aujourd'hui, je ne vois toujours pas le retour. Moi, je crois qu'on leur fait un faux procès. Ouais. Je crois qu'ils n'étaient pas là-bas en tant qu'influenceurs. Parce qu'on a vraiment, tous ceux qui ont partagé leur invitation, c'était clair. On vous invite pour venir écouter les offres, voilà. C'est comme on nous invite souvent à la conférence. Quand on y a seulement les journalistes à une conférence de presse, c'est pas une conférence de presse. Mais ce que tu as fait, Laurentine, c'est fait sur le terrain, a pu aider à vendre les offres. Mais c'est moi. Mais les autres influenceurs, ils sont venus se filmer. Je suis journaliste à la base. Ils se sont filmés, ils ont fait des selfies. Et on dit Dieu est grand. On nous a remercié. Samuel Eto'o est le meilleur. Voilà, ma vie a changé. Je remercie Dieu. Les âmes, je sais pas, j'ai pas compris. Parce qu'on disait, il n'y a que les grandes âmes qui se rencontrent. C'était ça le but. C'était le Qatar, ça porte quoi au Qatar de Dieu d'avoir ce genre de déclaration? Moi, je comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, je comprends toujours pas. Non, chacun est parti. Chacun savait ce qu'il pas chercher là-bas. Il aurait mieux valu peut-être... Non, quand Samuel Eto'o t'invite, parce qu'il était là en tant qu'ambassadeur du Qatar 2022. D'accord. C'était par rapport à ça. Maintenant, pour cela,
Il y a donc eu la FECAFOOT à travers le directeur marketing qui a donc présenté ses offres. Parce que ces jeunes artistes qui ont été invités, en fait, artistes ou autres personnalités des réseaux sociaux qui étaient invités là, peuvent eux-mêmes vouloir aller au Qatar. Et ils ont vanté plutôt Samuel Eto'o, comment dire, Dieu est grand, les grandes âmes se rencontrent. Toi-même, tu vois la star que tu cherchais depuis à la Non, je vais travailler, moi je vais d'abord travailler. C'est pour ça que je dis, est-ce qu'ils étaient là pour travailler? Il faut déjà savoir ça. Est-ce qu'ils étaient là pour travailler? Ils étaient invités à un cocktail où on leur présente dans des offres. C'est comme quand on fait un échange, on peut être en conférence de rédaction, toi et moi, on discute, oh, comment on fait comme ça, on fait comme ça. Ouais. Mais ils n'avaient pas l'obligation à l'immédiat de dire que voilà. Bon, moi, le reproche que je ferais, le reproche que je ferais à certains, mais c'est à ceux qui ont publié sur leur page qui sont invités. Donc, automatiquement, il vous faut rendre compte de la rencontre où vous étiez, mais ils ne l'ont pas fait. Même la simple vidéo n'a même pas été partagée. Quelle vidéo? Il y avait une vidéo qui était quand même partagée. J'ai vu des liens avec des vidéos pour vendre la destination. Non, là, c'est un spot. Ouais. Et vous savez que ces gars aussi, ils vivent de ça. Est-ce qu'on a acheté l'espace chez eux? Non. Bon. Voilà. Néanmoins, tout ce qu'on retient, c'est que... Est-ce qu'on a acheté l'espace? On a vu la seule communication, c'était la vôtre. Hein. Moi, je suis journaliste à la base. Et comme je dis, la seule communication qui a été constatée. Chacun sa vision des choses. Moi, je sais que quand j'arrive, et d'ailleurs, je suis partie avec mon cadreur, parce que comme j'ai également des émissions que je fais, je suis partie, j'ai appelé mon cadreur, il était à Obal, il a dit non. Moi, ça c'est une information capitale parce que les Camerounais veulent savoir comment ils peuvent aller au Qatar. Si moi me donne cette information-là, je voudrais que ma communauté, par exemple, qui me suit sur Facebook, ait la même information au même moment que moi. On dit dans ma langue que la sagesse est bien, ou bien la connaissance est bien quand elle sort de l'auteur lui-même. D'accord. Donc j'ai voulu qu'ils entendent de la bouche de ceux de la FECAFOOT et de l'ambassadeur du Qatar qu'est-ce qu'ils devaient avoir. Merci Madame Laurentine. On sait juste que c'est vous qui avez fait une communication globale. Alors on va prendre une dernière réaction avant de prendre la prochaine rubrique. Le Grand Prix francophonie des médias est devenu l'une des activités phares du réseau des journalistes culturels du Cameroun. La 3e édition venait d'être célébrée au Palais des Congrès de Yaoundé. Comment une telle initiative qui célèbre les journalistes culturels pourrait contribuer à placer la culture au firmament? Nous remarquons que le prix francophonie connaît la participation des journalistes qui ne sont pas parfois spécialisés dans le domaine de la culture. Avez-vous pensé à mettre en place un système pour limiter les compétitions uniquement à ceux qui écrivent et traitent uniquement dans le domaine de la culture dans les rédactions? C'est un message qui vient de Fabrice Beloko. Alors voilà, vous avez 2 préoccupations, essayez de répondre un peu. Mon cher Fabrice, oh là là, tout le monde est culturel. Déjà à partir de là, il faut qu'on soit nombreux. Il faut qu'on soit nombreux. Dans il y a certains qui vont en politique parce qu'on leur a dit que non, la culture, il n'y a pas le gombo. Je prends l'exemple. Oh, ils ont cette fibre-là. Donc, il faut ramener toutes ces compétences, tous ces talents qui partent. Il faut les ramener à la maison. Donc, c'est vraiment ouvert. Et c'est ça qui est même c'est ça qui fait même la beauté de ce concours. Que vous ayez un journaliste qui a appris politique, venir compétir en culture, ça veut dire qu'il a trouvé que c'est intéressant et à partir de là, on peut avoir d'autres ambassadeurs de cette spécialisation. Il peut se dire que je me suis trompé en allant en politique ou en allant en économie et c'est même des retours que nous avons. Où quelqu'un m'a dit non, je reviens, je faisais ça avant. Donc vous voyez qu'on réveille ce sentiment, on réveille ce talent chez les gens, c'est important. Pour moi, je trouve qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et comme je l'ai dit, au-delà de ce concours, on aboutit dès cette année à la mise sur pied du centre de perfectionnement de la presse culturelle. Donc, on ne va pas prendre uniquement les journalistes qui couvrent dans les rédactions parce que demain aussi, quelqu'un peut être en culture là, il fuit, il peut faire autre chose. Donc, il faut vraiment qu'on ait beaucoup plus de monde et que ce qui prime, ce qui est prioritaire, c'est la culture.
que ce soit quelqu'un de politique qui écrive en culture, pour moi, l'essentiel étant que ce soit la culture qui soit mise en haut. Au firmament. Voilà, le temps nous est imparti. On a l'impression qu'on n'a pas encore discuté de tous les sujets avec Laurentine. Mais néanmoins, il y a une deuxième rubrique qui est aussi importante, car on va savoir qui parle de quoi, de Laurentine, qui elle est, ce qu'elle a eu à faire. C'est-il secret, peut-être. Juste un secret. Alors, sans plus tarder, on va prendre la deuxième rubrique. Bonjour la mère. Alors aujourd'hui, on me donne un exercice un peu difficile, celui de parler de toi. Je sais pas comment je vais commencer. J'espère que je vais y arriver dans le délai de temps qui m'est imparti. Alors je suis Jeanne Dolène, je suis journaliste en service à la CRTV, notamment CRTV Web. Laurentine, c'est une grande sœur que j'ai rencontrée en 2010, alors que j'étais journaliste. Quand j'étais encore stagiaire au quotidien du jour, et qui a su me prendre sous son aile très tôt et qui m'a un peu guidée dans les moments difficiles que j'ai passés et qui n'a jamais cessé d'être là pour moi. Alors Laurentine, c'est dans la profession, c'est une aînée que j'ai beaucoup suivie et elle a beaucoup influencé ma manière de créer, ma manière de voir les choses, notamment qui a un peu après Jacques de Sala et Stéphane Tchakam, un peu développer mon amour pour la culture et qui a su sortir de moi ce truc que j'avais, on va le dire ainsi. Et aujourd'hui, je peux être fière de moi, mais c'est grâce à Laurentine parce qu'elle n'a jamais cessé de me montrer le chemin à suivre. Alors Laurentine, c'est une mère, c'est une femme accomplie qui est toujours proche des siens, que ce soit des amis, que ce soit des enfants, que ce soit des collègues. Elle est toujours présente, elle sait donner de son temps pour accompagner toutes les personnes dans tout ce qu'elles font. Laurentine, c'est quelqu'un d'aimant. Laurentine, c'est quelqu'un d'entrepreneur. On a l'habitude de l'appeler mamie projet parce que Laurentine est dort aujourd'hui. Et le matin, elle se réveille avec un projet, le lendemain, elle se réveille avec un nouveau projet. Et elle n'en abandonne aucun. C'est-à-dire, si elle a décidé aujourd'hui de faire, par exemple, comme elle a, un matin, elle s'est réveillée, elle a dit le prix Perica. Elle nous a sorti le prix Perica, qui est un prix qui devait célébrer les jeunes journalistes et qui devait les accompagner dans la profession. Et puis, quelques temps après, elle a créé autre chose. Mais avant ça, elle avait le Grand Prix Francophonie des médias, qui est devenu maintenant un événement qui a sa 3e édition. Elle a créé un nouveau concept de meet and greet tout récemment. Elle invente au quotidien, enfin pas inventer, elle imagine, elle développe des idées au quotidien pour permettre à la culture de se hisser toujours plus haut. C'est d'ailleurs le leitmotiv de notre association, le réseau des journalistes culturels, qu'elle a fondé en 2012. Voilà, qu'elle a fondé en 2012 avec à mon accompagnement, avec celui de Marie-Gabrielle Feugueux, Christa, qui est devenu maintenant un événement qui a sa 3e édition. Elle a créé un nouveau concept de meet and greet tout récemment. Elle invente au quotidien, enfin pas inventer, elle imagine, elle développe des idées au quotidien pour permettre à la culture de se hisser toujours plus haut. C'est d'ailleurs le leitmotiv de notre association, le réseau des journalistes culturels, qu'elle a fondé en 2012. Voilà, qu'elle a fondé en 2012 avec à mon accompagnement, avec celui de Marie-Gabrielle Feugueux, Christian Chapny et bien d'autres encore. Laurentine, voilà, c'est la personne là qui n'aime jamais s'approprier la gloire toute seule. Donc, elle, à chaque fois qu'elle a un projet, elle nous en parle, elle en parle à quelqu'un, elle veut toujours se confier, elle veut toujours s'accrocher sur des gens, elle veut, même si quand on réalise des projets, en réalité, elle est celle qui fait 95% du travail. Oui, elle fait 95%, elle donne 95% des idées, elle donne 95% d'elle, mais elle laisse toujours que les autres soient à côté d'elle. Elle donne la chance à chacun de se démontrer, de se démarquer, et c'est ça la Laurentine que je connais, Laurentine brave, Laurentine courageuse, qui malgré les difficultés ne se laisse pas faire, qui malgré les difficultés avance avec beaucoup de grandeur, avance avec beaucoup de charisme, avec beaucoup de force. Laurentine n'abandonne jamais. Elle n'abandonne jamais. Dans la maladie, dans la tristesse, dans les pleurs, elle
se relève toujours et elle s'est redonné l'espoir. Comme elle se redonne l'espoir, alors, Maman Marie, le Seigneur, ses dada, elle est toujours en prière. Et chaque fois qu'elle prie, elle a une idée. Chaque fois qu'elle prie, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, je tiens à saluer la personne magnifique qui est Laurentine, et puis je tiens à lui dire merci pour tout ce qu'elle fait pour nous, les journalistes, les jeunes journalistes qui sont passionnés de la culture. Je sais pas si je peux encore m'appeler jeune journaliste parce que bon, ça fait quand même quelques années que je roule ma bosse et que je peux quand même me pressentir dans le milieu comme voilà, peut-être une privilégiée déjà. Et c'est un peu grâce à Laurentine. Donc Laurentine, la mère, merci pour tout ce que tu fais pour nous et on espère que tu vas continuer encore et encore à nous montrer les chemins de la gloire, de la joie et surtout de l'amour du métier, et que les jeunes qui sont autour de nous pourront profiter de ton expérience pour apprendre, parce que le plus important c'est d'apprendre et d'apprendre auprès. Alors, on a Jeanne Golène qui parle de Laurentine, qui parle de comment est-ce qu'elle a connu, de son quotidien, de qui elle est. Alors, Laurentine, avec tout ce témoignage, que pensez-vous notamment de la réaction de Jeanne, qu'on connaît très bien aussi, qui est à CRTV Web? Non, ces propos sont touchants. Non, il faut venir manger le coq à la maison, tu mérites. J'espère que l'homme ne sera pas jalouse. Non, le coq, c'est la base. On se connaît très bien. Donc, en tout cas, ces propos me démontrent aussi. Oui, parce que parfois, on pose des actes, nous-mêmes, on ne regarde pas derrière quel est l'impact de ces actes. Mais quand on a des jeunes consoeurs comme ça, qui vous prennent pour modèle, qui apprécient ce que vous faites, ça veut dire que bon, vous ne vous êtes pas trompé de route. Pour ceux qui estiment que la culture, c'est du bas étage, vraiment, messieurs et dames, réveillez-vous, c'est le haut de gamme, la culture. Voilà, le haut de gamme. C'est sur cette phrase qu'on va continuer avec la vidéo suivante. Toujours d'une consoeur, voilà, qui est très connue déjà des médias. Allez, sans plus tarder, on va voir. Ok. Alors, parler de Laurentine Géasiga. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est que c'est une personne passionnée. Alors, la passion, on la voit d'abord dans l'énergie qu'elle dégage. Elle semble habitée par une sorte de vitalité intarissable. Je la compare souvent à une petite tisse. Cette petite balle qu'on utilise pour jouer au tennis. Elle est intrépide, elle est trépignante, elle est rafraîchissante, elle bouge. Voilà, elle tient pas en place. Elle tient pas en place, Laurentine. Et puis sa passion, c'est une passion pour son métier, le journalisme. Je pense qu'elle a trouvé là une sorte de carrefour de ses passions. C'est-à-dire que dans l'exercice de ce métier de journaliste, elle réalise en fait tous ses rêves en un. C'est un tout en un parce que c'est un métier qui lui permet de vivre le rêve, le glamour, et puis d'exercer son esprit d'aventurière, parce que c'est une grande aventurière qui est prête à aller courir le monde, aller chasser des stars, des exclusivités. Et en cela, pour moi, elle est une vraie star, une vraie vedette du showbiz, parce que à sa manière, elle recrée les modes, elle lance des fashions, elle s'inscrit dans l'air du temps. Elle donne d'elle-même, elle partage, elle se livre et elle se sent très à l'aise dans ces milieux-là, voilà, au milieu des célébrités. Je pense qu'il faut être soi-même une célébrité pour aimer cet environnement, cette ambiance de bling bling, et ça je le dis sans péjoration, cette ambiance glamour. C'est une fashionista, elle adore la mode, chaque fois elle me bluffe avec ses tenues toujours aussi sublimes. C'est une très belle femme, mais c'est aussi une passionnée de l'art et de la culture. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'elle a fait un
tout en un. C'est que elle est dans le journalisme culturel, président du réseau des journalistes culturels du Cameroun depuis 10 ans, un réseau qu'elle a mis en place, qu'elle nourrit de son énergie, qu'elle étend à son entre-genre, auquel elle donne du contenu en fait, et qui permet que ce regroupement de personnes passionnées de culture puissent s'exprimer. Elle a créé le prix Francophilie des médias et elle m'a fait l'honneur d'être la présidente du jury de la toute première édition, qui était donc une édition inaugurale. On y allait un peu à tâtons. Aujourd'hui, je suis fière de voir que c'est un rendez-vous à la fois culturel et médiatique, j'allais dire journalistique plus précisément, puisque il attire de plus en plus de jeunes plumes et étoffe son contenu de manière générale. Mais il faut pas vous y méprendre derrière ces allures de femmes extraverties, de femmes même à la limite exubérantes. J'ai découvert en Laurentine Géassiga une facette qui ne se laisse pas voir au premier abord. C'est une femme qui a réussi à cacher les blessures de sa vie derrière un pansement d'humanité. Comme toutes les femmes, elle a plusieurs vies, elle en a eu plusieurs. Et comme toutes les femmes, elle est une revenante. Comme toutes les femmes, elle est une battante. Comme toutes les femmes, elle est une combattante. Elle reste au front de la vie, au front de ses défis, au front pour ses enfants, au front pour ses passions. Et j'ai pour elle beaucoup d'affection. Derrière ces allures de femmes extraverties, de femmes même à la limite exubérantes, j'ai découvert en Laurentine Géassiga une facette qui ne se laisse pas voir au premier abord. C'est une femme qui a réussi à cacher les blessures de sa vie derrière un pansement d'humanité. Comme toutes les femmes, elle a plusieurs vies, elle en a eu plusieurs. Et comme toutes les femmes, elle est une revenante. Comme toutes les femmes, elle est une battante. Comme toutes les femmes, elle est une combattante. Elle reste au front de la vie, au front de ses défis, au front pour ses enfants, au front pour ses passions. Et j'ai pour elle beaucoup d'affection parce qu'elle a tellement de choses à donner. Je vois qu'elle a tellement d'imagination, elle a tellement de ressources en elle que je pense qu'on n'a pas fini de parler du phénomène Laurentine Géassiga, ce n'est que le début. Je voulais dire aussi à celle qui est la secrétaire générale adjointe du bureau de l'Union internationale de la presse francophone, section Cameroun, UPF Cameroun, j'aimerais lui dire que je l'aime beaucoup, qu'elle est une personne très spéciale pour moi, que je la suis depuis de très longues années et que je suis flattée également de son respect, de son estime à mon égard et que je lui souhaite bon vent, plein de succès. Je souhaite de ne pas changer sa soif de vivre, sa soif de vivre ses passions jusqu'au bout, sa soif d'être elle-même, d'être heureuse, de choisir d'être heureuse en vivant ses passions sans s'économiser. Et c'est une femme de l'heure, c'est une femme qui s'inscrit dans son temps et je suis très fière de compter parmi ses amis, parmi ses proches. Et le fait même que j'ai été invitée par vous à faire cette vidéo est la preuve de ce que, peut-être que l'estime que je croyais qu'elle me portait est encore plus grande que ce que j'envisageais. En tout cas, je te souhaite, Laura, ma belle, ma petite boule d'énergie, ma petite balle de tennis, je te souhaite bon vent. Allez, bisous.
Evelyne Orona Essomba, qui est très connue, présidente de l'UPF. Alors, on a Laurentine, on vous a vu même dernièrement, récemment, vous étiez en voyage au nord de l'Afrique, je sais pas, c'était au Maroc, c'était? Oui, Oh, l'émotion, l'émotion. je suis très émue par les propos d'Evelyne. Aïe, mon Dieu. C'est ma présie chouchou, c'est également une grande sœur de qui je m'inspire beaucoup. Elle est passée par mutation comme moi. Aujourd'hui, elle est chef de chaîne CRTV. C'est une warrior. CRTV News, il faut signaler. CRTV News, oui, Ouais. autant pour moi, c'est une warrior et qui, moi, chaque jour, je bénéficie vraiment de cette attention. Merci, moi aussi, je t'aime beaucoup comme ça. Ah, c'est beaucoup d'attention, notamment. Donc, même si j'écris à 23 heures, elle va lire à Baka, elle me dit, mais tu ne dors pas. Jeune fille, tu ne dors pas. Donc, vraiment, merci, ça me galvanise davantage. Et c'est vrai, hein. On n'a Ouais. pas fini de parler. On n'a pas fini de parler du phénomène de Laurentine Asiga. Voilà, Oui, donc- la Laurentine attitude, comme on peut le dire. Alors, il y a des jeunes journalistes qui aimeraient se lancer dans la culture et qui voient cette émission et qui vont dire, tiens, voilà, en culture, on peut gagner beaucoup aussi. Oui. Alors, c'est vrai que le temps nous est imparti. On aurait pu continuer cette conversation. On va prendre la dernière rubrique qui n'est autre que le quiz. Alors, nous en sommes à la dernière phase de cette émission avec Laurentine Asiga. On n'a pas envie de la laisser partir néanmoins, en sachant qu'elle est une femme leader, une femme journaliste, une femme qui a l'habitude d'analyser les situations quelque part un peu sociétales. On va lui poser des questions, notamment concernant l'actualité et puis quelques faits de société qui ont peut-être miné l'actualité. Alors aujourd'hui, on parle de la journée mondiale pour la lutte contre le suicide. Que pensez-vous aujourd'hui de ce combat qui est mené à bien, notamment par les femmes aussi? C'est vrai qu'on a beaucoup de cas de suicide de la gente féminine aujourd'hui avec peut-être les déceptions amoureuses. On a peut-être les gens qui sont vulnérables, des personnes vulnérables. Aujourd'hui, on célèbre cette journée. Que pensez-vous de cette journée? Oui, en commençant par moi-même qui récemment, je crois que la semaine dernière, j'ai fait justement un meet and greet qui est parti justement d'un message que j'avais reçu d'un de mes abonnés sur Facebook qui justement était au bord du suicide parce qu'il ne trouvait ni oreille pour l'écouter, ni main pour le tenir. Et l'inspiration m'est venue de lui raconter ma propre histoire, qui est une histoire pour certains dramatique, mais qui est également une belle aventure humaine, en lui disant on ne lâche rien, il ne faut jamais rien lâcher. Il y a des situations qui existent, mais quand on manque de foi en soi, quand on manque de foi en Dieu, on se laisse habiter par ce genre de sentiments, de vouloir mettre un terme à sa vie, parce que ne vous trompez pas, vous mettez un terme à votre vie, les souffrances ne s'arrêtent pas. Ceux qui ont des connaissances spirituelles, peut-être vous irez au purgatoire, là-bas c'est pire encore. Autant mieux résister. On ne sait pas si Laurentine a fait un tour au purgatoire, mais non, c'est pire, c'est pire. J'ai la foi. Il y a des choses, Dieu a mis en nous des choses qu'on peut savoir. Parce que même pour parler, qui sait comment on parle? D'accord. Voilà. On s'est mis à former des mots et du coup, qui a créé ces mots? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ne vous dites jamais que la mort est la meilleure solution. Non, jamais. Il y a toujours de l'espoir. Je vais contourner l'obstacle. Donc, il faut avoir d'abord confiance en soi et ne pas prendre certaines situations pour acquis. Vous pouvez être une bonne présentatrice ou animatrice aujourd'hui, demain quelque chose vous arrive dans la vie, vous n'êtes plus ça, ou bien vous perdez vos cordes vocales. Vous ne devez pas dire que c'est fini. Regardez, il y a des personnes qui sont manchottes. Elles n'ont pas de bras, elles n'ont pas de pieds, mais elles vivent, elles sont des modèles de vie. Donc, aucune situation n'est éternelle. Donc, le suicide arrive parce qu'on a aussi une société qui a trop de clichés, qui dénigre beaucoup. Donc, on n'écoute plus l'autre. Quand quelqu'un se plaint, on dit « aka, aka, aka ». Mais non, on doit pouvoir écouter et lui donner. Même le conseil sauve. D'accord. On peut ne pas avoir un 100 francs ou même une relation qui peut permettre cette personne-là. Mais le conseil, l'écoute. Parfois, cette personne a juste besoin qu'on les écoute ou bien juste besoin de ressentir un peu d'affection. Parce qu'à un moment, quand vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous dites, ah, je ne sers à rien ici, personne, je ne suis importante ou important ou importante pour personne, mieux je pars, puisque je ne suis pas une priorité pour les gens. Donc, c'est important vraiment de
de façonner, de réarmer les gens moralement pour qu'ils ne se sentent pas sous-estimés ou bien dénigrés. Même quand on vous dénigre, dites-vous, je vaux mieux que ça. Allez au combat et prouvez à ces personnes qui vous dénigrent que vous valez mieux. Il faut avoir un mindset quand même assez bien armé, notamment sinon, mentalement. Beaucoup de personnes que vous admirez aujourd'hui, si elles vous racontent leur histoire, vous allez tomber des nues. C'est pour ça que moi, j'ai décidé de raconter la mienne. Moi, il y a d'autres personnes, ce sont des étrangers qui vous mettent des bâtons dans les roues, mais vous avez des personnes en interne. Regardez Joseph, par exemple, dans la Bible. Ses frères l'ont vendu. Ses frères l'ont vendu, mais est-ce que pour autant il allait se suicider? Au contraire, là où même il est parti en esclavage, là, il est revenu grand homme. Donc, voilà, il ne faut pas... Ce sont les épreuves qui forgent la foi. Oui, alors il faut vraiment... On parle, je sais que vous êtes très proche aussi des femmes, notamment de la lutte contre les violences basées sur le genre. Alors, il y a quelques heures, il y a quelques jours, on a eu un communiqué qui arrivait. Gisèle Etali Betondi, une Camerounaise de 29 ans, qui a été tuée par son mari par une arme blanche, un couteau, et qui aujourd'hui, son mari, qui a la cinquantaine, qui est en recherche, qui est en train d'être recherché. Alors, on voit des femmes aujourd'hui, certes, qui sont maltraitées, mais qui ne veulent pas quitter peut-être le foyer. On ne sait pas si c'est le regard des autres ou bien c'est le fait d'être marié peut-être qui apporte peut-être beaucoup plus d'ardeur dans ce foyer. Alors aujourd'hui, on a ce crime qui a été commis sur une Camerounaise qui vit au Canada, qui a subi les violences basées sur le genre, qui a terminé par une mort certaine avec son mari qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les femmes ont peur de se dire, tiens, voilà, je suis une femme battue, il faudrait que j'aille revendiquer? Non, pourquoi elles ne parlent pas? Parce que la société, parfois même les autres femmes à qui elles se confient, vont faire parfois ami avec le bourreau. Je suis désolée. Moi, c'est un cas que j'ai vécu. Tu peux bien te plaindre, on va te dire non, tu as eu long crayon, tu es ceci, tu es cela, la femme c'est le mariage, et même déjà aussi cette mauvaise éducation, excusez-moi les chères mamans, de dire qu'il faut supporter. On ne supporte pas. Le mariage est fait pour être heureux. Du moment où l'un ou l'autre conjoint commence à mettre l'autre mal à l'aise, ce n'est plus le mariage. Ce n'est pas le mariage, excusez-moi. C'est pas du tout le mariage. Donc, cessez de demander à vos filles de supporter. Sinon, vous allez continuer à les enterrer comme ça. Voilà. Parce qu'il y a ça, il y a cette éducation-là reçue dès la base où on dit à la femme, le mariage, il faut supporter. On supporte quoi? On peut supporter peut-être une galère parce que monsieur n'a pas assez de moyens et que nous, femmes derrière, on doit être là pour le soutenir. Mais on ne peut pas supporter la violence. Je suis désolée. Votre fille n'est pas heureuse. Demandez des comptes à ce monsieur. Il vous a promis de la rendre heureuse et non de la rendre malheureuse. Donc, cessez de demander à vos filles de supporter l'insupportable. Là, vous l'enterrez. Qui perd? C'est la famille. C'est la famille. Donc, il faut véritablement cette prise de conscience-là. C'est pour ça que les femmes battues n'arrivent pas à faire le pas. J'ai vu des exemples. Tu vas au commissariat, tu portes même plainte. On met l'individu en cellule. Sa famille vient le faire sortir alors qu'il a proféré des menaces de mort contre toi. Il a proféré et on le laisse sortir parce que la famille serait entre guillemets haut placée parce qu'ils ont du pouvoir à gauche et à droite. Et quand toi, tu décides de poursuivre l'affaire devant dire non, il faut le laisser aller avec sa malchance. Quelle malchance? Il a créé un trauma, non seulement sur cette femme, mais sur ses enfants. Sur ses enfants. Comment vont faire ces enfants maintenant? Un enfant peut aussi développer des appétits de violence juste pour venger sa mère. Est-ce qu'on voit un peu la spirale qui est en train de se former? Donc, véritablement, il faut que la société en général et chacun d'entre nous accepte un moment de punir ces bourreaux-là pour qu'ils changent. Ou même de les envoyer dans des asiles pour laver un peu le cerveau. C'est pas normal. D'accord, voilà. On va prendre cette dernière question. Le temps nous étant imparti, il y avait 5, mais on va en poser 3. Alors aujourd'hui, on parle de ce problème qui est devenu récurrent. Je souhaiterais vraiment qu'on en parle parce que je sais que c'est un de vos combats aussi. On parle de dépigmentation de la peau. Aujourd'hui, pourquoi vous pensez, quel est le phénomène qui fait que les jeunes filles aujourd'hui, parlons des jeunes filles beaucoup plus, les jeunes filles aujourd'hui justement s'identifient aux femmes et aux produits peut-être décapants. On a eu les cas où il y a le ministre de la Santé qui a fait une note et qui a fait des descentes sur le terrain justement en détruisant quelques produits, mais les produits continuent d'être vendus. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, on est un peu victime, on vit un peu la victimisation de ces genres de produits?
Non, je crois que tout ça, c'est toujours une question de mentalité. Parce que la société ou bien les hommes, de façon générale, on dit que le teint qu'ils préféraient, c'était le teint, entre guillemets, le teint commercial. Donc, il faudrait être shiny. Non, moi, j'aime mon teint black là. Il me va super bien. Black is beautiful. Dieu ne s'est pas trompé en donnant à chacun son teint. Moi, j'aime bien quand quelqu'un que j'apprécie m'appelle Black Mamba. C'est très beau. Donc, il faut s'assumer, en fait. C'est ce que je voudrais dire. Il faut vraiment s'assumer. Et je trouve malsain que ce soit des femmes qui vendent ce type de produit. Vraiment, si une femme arrive à vendre un produit qui doit changer l'identité pigmentaire de l'autre, moi, ça veut dire qu'il y a un complexe quelque part. Il y a un problème de complexe quelque part. C'est un complexe ou bien oui, c'est quoi? Non, c'est un complexe. Parce que si on ne s'assume pas, ça veut dire qu'on se sent inférieur par rapport à l'autre. C'est mental aussi. Hein? Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on se sent inférieur par rapport à l'autre type de carnation. Non. Pourquoi je vais aller m'abîmer la peau? Parce que quand tu veux même revenir à ton temps d'avant, c'est difficile. Tu as des pustules qui sortent de partout, ou bien tu as 10 000 teints sur toi. Non, je suis désolée. Vraiment, une femme ne peut pas vendre ce type de produit. Donc nous devons être là peut-être pour améliorer, parce que peut-être tu peux avoir une peau sèche, il faut qu'on te l'hydrate. Donc créez-nous ce type de produits qui peuvent hydrater, protéger la peau contre les agressions climatiques et autres. Oui, ça c'est bien. Mais par contre, s'il faut vraiment... j'ai vu un post récemment d'une dame, je crois sur Facebook, qui dit qu'elle a bu un produit, des pigments. Oui, là, ça rend la peau lisse et puis donc, ça éclaircit. Elle a gagné 20 ans de plus au lieu d'en avoir 20 de moins. Elle est devenue noire. Ici, elle est marron. Là, elle est bleue. Là-bas, elle est super noire. À côté, elle est un peu brune. Donc, elle est vraiment... Elle a mis son visage. C'est horrible. C'est horrible. Là, il faut le dire. C'est horrible. Merci, Laurentine. Nous arrivons vraiment, au terme de femmes, acceptons-nous. Et Dieu a mis dans chaque écosystème des choses, des éléments qui peuvent permettre que la peau soit améliorée. D'accord. La peau noire reste la meilleure. On va toujours le dire et on le répétera dans ces émissions, dans toutes nos sorties. Femmes, soyez vous-même, soyez l'incarnation de l'Afrique, soyez l'identité de l'Afrique. On ne viendra pas dans un continent comme l'Afrique voir des femmes qui ne sont pas noires mais d'une autre couleur. Merci de nous avoir suivis. Merci d'être restés sur Info Télévision. Mais avant de partir, avant de vous dire au revoir complètement, on va laisser à Laurentine le temps de dire 2 phrases aux femmes, notamment aux femmes qui peut-être veulent faire dans le journalisme culturel, aux femmes entrepreneurs, aux femmes leaders, aux femmes qui veulent changer leur environnement. Sans plus tarder, Laurentine, face à la caméra, dites-nous un peu ce que vous pensez, notamment à Talent de Femme aujourd'hui. Alors, femme, sois toi. Ne cherche pas une autre identité, sois toi. Connais tes atouts, connais tes forces, connais tes qualités. Connais aussi tes défauts, parce qu'à partir de tes défauts, tu t'améliores. Et une fois que tu es amélioré, tu es une pépite pour l'humanité. Voilà. La pépite pour l'humanité, c'était la dernière phrase de Laurentine Asiga, à qui nous a assisté et qui on ne veut même pas laisser partir. Mais néanmoins, le temps nous est imparti. Restez sur Info Télévision avec la suite des programmes. Soyez sages. Demain, on se retrouve le matin avec l'émission La Rétrospective, où on fera effectivement la rétrospective de l'actualité de la semaine. Passez un bon week-end. On vous dit à samedi prochain et surtout, portez-vous bien. Soyez sages.